Aux États-Unis, TikTok pourrait bientôt être banni en raison de ses liens avec la Chine. On parle aussi d'une potentielle interdiction en Europe, en France, mais vu que la plupart des gamins qui l'utilisent ont entre 12 et 16 ans, ça serait dégueulasse de venir priver Jean-Marc Morandini de son outil professionnel de casting. On peut compter sur l'animateur pour lutter et surtout pour faire ajouter une fonction recherche par âge sur l'application. Ce week-end, je suis invité au Paris Fan Festival et je ne viens pas les mains vides mais avec un cadeau puisque je vous offrirai sur l'artiste allée, sur les différents stands, il y a le stand d'albums comics du label 119 où je traînerai, on fera un petit peu ça en ratpi, cette sublime illustration que m'avait gentiment dessinée Manuel Villanova, dont je vous mets le lien vers tout le travail dans la description pour que vous puissiez aller admirer et vous y abonner. N'hésitez surtout pas et merci à lui. Ça me tenait à cœur de venir avec un petit quelque chose à vous offrir, même un petit peu en ratpi comme ça. Par contre, ce qui est très officiel, c'est que j'animerai deux conférences. La première, c'est le panel sur la carrière du scénariste et producteur Jeff Loeb, qui a travaillé sur les séries Smallville, Heroes, sur tout l'univers Marvel Television et qui a travaillé en comics, entre autres sur du Batman, du Superman, du Daredevil. Donc j'aurai pas mal de questions à lui poser. Et vous aussi, puisqu'il y aura toujours un petit moment d'échange avec le public. Moi j'y tiens, vous payez votre entrée. Donc il faut que vous en retiriez quelque chose. Ça c'est le samedi à 17h15. Le dimanche à 14h15, j'enfilerai ma casquette d'éditeur externe, éditeur chargé d'édition, puisque je serai sur scène avec Ivan Kagel et Sullivan Rouault pour parler de Dawn Runner, dont j'ai la chance de superviser l'édition française avec Pierrick Guillemot. La prochaine pépite de iComics, iGraphics, dont Sullivan Rouault est le boss. Ivan Kagel, c'est le dessinateur. Mecha contre Kaiju. On va parler de tout ça d'édition française. C'est co-animé par Arnaud Tomasini de Comics Blog. Donc venez nombreux, surtout que toutes les personnes qui viennent repartiront avec un exemplaire preview du premier chapitre de Dawn Runner, qui est traduit par l'excellent Maxime Ledin. Donc il y en aura autant que ce qu'il y a de chaises au panel, mais venez quand même nombreux. On va s'amuser. En tout cas, c'est ça le principal. Il me tarde. En attendant, ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 447e JT Comics et Ryan Reynolds, en tant que propriétaire de la distillerie de Gin Aviation, va sortir 6 bouteilles à l'effigie de Deadpool Ultra Collector en édition limitée. C'est très classe. Bon, attention, c'est à boire avec modération, puisque tant qu'on n'a pas un facteur régénérant, on finit plus comme Renault que comme Logan, mais c'est un beau produit dérivé. Moi, il me tarde qu'ils sortent la Dead Schnuff, la Wolf Farine ou la Dead Poudre, pour accompagner en tant que cocaïne officielle du film la sortie du blockbuster de l'été. Ça coûtera toujours moins cher au gramme que les pop-corn au cinéma. Allez, passons plutôt aux news de la semaine. L'anti-Marvel. La dernière bande-annonce de Deadpool et Wolverine nous montre enfin la frimousse de Logan qui signe ici son grand retour, ainsi que Deadpool qui poursuit son voyage en Fiat Meta, qui vient préciser les limites de ce MCU auquel il vient s'ajouter lui-même. Alors attention, il semblerait qu'il n'y a pas que la cocaïne qui soit interdite dans le Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige s'interdit aussi apparemment de venir s'accaparer les X-Men 97 pour les insérer au MCU de 2018. Ça, c'est si on en croit la réalisatrice de X-Men 97, Emi Yonemura, qui nous dit que le grand patron de la chronologie sacrée a longtemps hésité à venir intégrer la suite et la résurrection de la série X-Men 97 au MCU et qu'il a préféré finalement la laisser dans la niche où elle est très bien, la niche où on ne vient pas toucher timidement du bout du doigt comme ça les comics qu'on adapte comme mon beau-frère devant sa première vulve, non, la niche où au contraire on vient embrasser les comics et leurs histoires complexes à pleine bouche. Attention, tout est relié et elle est peut-être là la stratégie à venir adopter à la fois pour ce Deadpool ainsi que pour tout le futur du MCU, puisque ce X-Men 97 vient adapter le meilleur des comics de la franchise des années 80 avec le grand Chris Claremont aux commandes. Alors attention, c'est pas du copier-coller, mais ça y va franchement et c'est ça qui est louable. On retrouve des éléments du procès de Magneto, des éléments de l'arc Inferno avec Madeleine Pryor, le sosie de Jean Grey, le jeune puis le vieux Cable, le virus techno-organique, des éléments de l'arc Life Death où on voit se développer la relation entre Tornade et Forge qui partageaient beaucoup de points communs à l'époque. On retrouve des éléments donc de la relation entre Xavier et Lilandra qui est quelque chose, un motif rampant à l'époque. On retrouve des éléments de la relation entre Magneto et Malicia qui vient un petit peu plus tard. On retrouve évidemment des choses plus récentes avec notamment le Magneto Rex scénarisé par Joe Prout et puis ce qu'en a fait le bon Grant Morrison sur son excellent run dans les New X-Men. C'est ça qu'on veut. C'est peut-être ça qu'il faut, non pas pour venir sauver le MCU, puisque quand on boit un grand verre d'eau fraîche, qu'on respire un peu et qu'on regarde les chiffres, on se rend compte que dire qu'il faut sauver le MCU, c'est comme dire à Mike Tyson qu'il faut qu'il apprenne à boxer. Non, ça va, il n'y a pas besoin, mais quand même, pour le MCU, il y a besoin de le réorienter, de lui donner un nouveau souffle. Le premier cycle avait été largement adapté des comics Ultimate Marvel.
plus terre à terre, ça rendait possible des films comme Iron Man, comme Les Vengeurs, mais après on avait constaté toute une série d'appauvissements, de renoncements, de nivellement par le bas. Ils sont quand même allés chercher le seul comic book où Thanos dit qu'il est écolo, il est malthusianiste et qu'il y a trop de monde sur Terre. Tout ça pour venir masquer le fait que dans tous les autres comics, Thanos, il est tout simplement comme tous les fans de Mylène Farmer et de tacos à 22 viandes, amoureux de la mort. Mais la mort chez Marvel, que ça passe pas chez Disney, bon, ça pourrait le faire en tout cas. On avait aussi Gore, le massacreur de Dieu, qui là n'est même pas charcutier. Là, le seul truc qui massacre, c'est pas des panthéons, c'est des reprises de Marilyn Manson sur SingStar. Et puis alors, il y avait le Civil War, très souvent moqué, mais attention, quand on dispose d'autant de personnages qu'au début de Tekken 1 sur borne d'arcade, on ne peut pas beaucoup faire mieux que de venir se classer deuxième dans les meilleures batailles qui se passent dans les aéroports, juste derrière Booba et Caris. Il y avait déjà plus de monde. Mais imaginez si on avait un petit peu attendu et qu'on puisse faire ça maintenant avec le Terminator, les 4 Fantastiques qui se déchirent en deux, les X-Men qui choisissent quand même de pas trop prendre parti, mais un petit peu, et puis Wolverine qui allait traquer Nitro, qui est à l'origine d'un des événements déclencheurs de la Civil War. Ça serait complètement magnifique. Alors évidemment, c'est très facile à dire de ma petite position là, de mon petit bureau, mais quand même, Tante May qui se prend une cartouche, ce qui déclenche en moi des émotions très contrariées. Bref, espérons que les scénaristes du MCU jouissent de la même liberté créative, sans interférence, sans dilution et sans peur que ceux de X-Men 97, et ça a déjà un petit peu commencé, mais utilisons le bris de quatrième mur, le voyage temporel, le multivers de façon encore plus percutante. C'est des concepts qu'on a déjà vus dans Endgame, dans No Way Home, dans WandaVision, dans Multiverse of Madness, dans She-Hulk, même dans le très bon Loki. C'est des concepts qui risquent d'être encore approfondis ici, puisqu'on voit donc un Logan d'un autre univers brisé. Ça fait penser un petit peu au Logan de Old Man Logan, de Mark Millar et de Steve McNiven, qui n'a pas su sauver son monde et qui n'est pas détruit, mais où il est assez haï pour ne pas pouvoir boire un whisky tranquille, et ça c'est problématique. Et en même temps, puisque l'ennemi c'est Cassandra Nova, la jumelle maléfique de Charles Xavier dans sa base, la mi-Genosha, mi-crâne de Giant Man, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Man Logan, ça, et bien forcément que ça a dû partir en couille, que ça a dû être très sale. En plus elle peut contrôler Logan comme Jeff Panaclock contrôle sa marionnette, sauf qu'elle garde les doigts qui sentent bon juste après. On retrouve la TVA et le vide temporel, qui est la zone où ils envoient toutes les chronologies qu'ils ne souhaitent pas garder. Quelque part il doit y avoir Jonathan Majors qui se fait courser par Aliot, qui veut dire nuage post-flageolé en grec ancien. On retrouve Dogpool qui annonce les Deadpool Corps bien délirants. On retrouve des caméos tout piquants comme le magasin Liefeld's Feet qui vient signifier que le co-créateur de Deadpool avec Fabian Nicieza, Rob Liefeld, ne sait pas dessiner les pieds, n'a jamais su le faire et n'a jamais trop voulu le faire. Et il vaut mieux en rire. Et on retrouve aussi le Russe qui est un des ennemis du Punisher, qui lui n'a pas attendu le multivers pour avoir une version de lui-même qui a 2 gros obus. Et puis tout cela va être lié au MCU par un portail de sorcier suprême. Ça sent le Wong cette affaire. Et donc voilà, il faut que Deadpool, s'il veut être le Jésus du multivers, il doit être son antéchrist, il doit être l'anti-MCU, et j'espère, en tout cas vous pouvez compter sur moi pour être la semaine de la sortie devant ce Deadpool et Wolverine. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Du cinéma. Dans l'actu ciné, celui que l'on appelle probablement Tom Pays-Bas au Québec a déclaré que oui, il reviendra pour incarner Spider-Man, le personnage à qui il doit sa carrière, mais qu'il veut le faire sans venir trahir l'héritage laissé par les 3 premiers films, et donc qu'il veut avoir une histoire béton. Et oui, on espère que les scénaristes vont justement avoir carte libre pour nous faire du vrai bon Spider-Man. Il y a aussi Blade qui a eu des vrais problèmes. On sait que Marshall Ali a failli quitter le film pour des soucis de script, qui a été réécrit plusieurs fois, la production a été réorganisée. Là, ils auraient trouvé une version du script où c'est Blade qui combat des vampires dans le présent. Tout ça pour ça, mais en tout cas, c'est écrit par Michael Green, qui lui a déjà écrit un Blade, oui, mais le Runner 2049, il a écrit aussi Logan, donc bon scénariste, il a fait des comics également, Batman et Blade Runner, et donc allez, de l'anti-phase 5. Et puis ça a fait du bruit quand Julia Garner a été annoncée en tant que Silver Surfer des prochains 4 Fantastiques, Chalabal, mais attention, la rumeur dit que Norrin Radd serait bien présent, le Silver Surfer originel, dans le reboot des 4 Fantastiques, et c'est bien normal, ils font beaucoup de fois la promo de sa première apparition dans le Fantastic Four 48 jusqu'au numéro 50, donc Galactus aura ses héros et nous aurons tous les nôtres également.
également, ne vous inquiétez pas. Une autre chose qui fait que Marvel aurait peut-être besoin d'un antéchrist, du moins au niveau comptabilité, c'est les budgets complètement en roue libre, puisqu'on apprend que le budget de production d'Ant-Man, qu'on pensait aux alentours de 200 millions de dollars, a en fait coûté 130 millions de dollars en plus, 330 millions de dollars. Beaucoup sont passés dans la post-production, moins apparemment dans le scénario. Tout ça évidemment c'est sans compter la promotion, mais attention, souvenez-vous que Logan justement n'a coûté que 127 millions de dollars, à méditer. Et attention, en parlant de budget, est-ce que certains n'auraient pas trouvé une façon d'en économiser un petit peu, puisqu'un chercheur américain est allé fouiller sur les serveurs nord-coréens, il a retrouvé une image, un storyboard de la production donc d'Invincible sur Amazon Prime. Bon, un chercheur américain qui fouille sur les serveurs d'une nation ennemie, est-ce qu'il travaille pour le CNRS ou est-ce que c'est Mr. Robot? Je sais pas, apparemment, il n'y aurait que 1000 adresses IP sur tout le domaine nord-coréen contre des milliards aux États-Unis, mais je sais pas si ça rend la chose légale. Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe. En attendant, Skybound, qui est le studio qui produit, dit s'être fait avoir délégué l'animation à quelqu'un qu'il a lui-même délégué en Corée du Nord, tout simplement, ce qui aux États-Unis est comme TikTok et les légumes qui ont du goût, complètement interdit, puisque c'est une nation ennemie avec le pouvoir nucléaire. Mais bon, c'est pas Kim Jong-un qui est venu animer les choses, et donc on pourrait dire que l'art rassemble les peuples, étant donné qu'en plus en Corée du Nord il y a une véritable culture comics et un véritable savoir-faire en termes d'animation. Et puis attention à pas trop faire les hypocrites non plus, on parle quand même d'Amazon qui pourtant nous offre les séries les mieux adaptées, les plus respectueuses du matériau source. Je pense à The Boys, je pense à Invincible, je pense même à Fallout que je kiffe beaucoup après 4 épisodes, mais qui en termes de droit du travail n'est pas très fidèle au matériau source, au code du droit du travail, étant donné qu'on a constaté que les employés pour des raisons de productivité devaient pisser dans des bouteilles ou dormir devant les entrepôts. Et je ne vous parle même pas de ce qui se passe en Arabie Saoudite, ça c'est directement aux États-Unis, donc mollo. À la source. Dans l'actu purement comics de la semaine, DC annonce mener l'enquête et surtout vient retirer 3 couvertures de l'artiste Dax Young sur du Power Girl, sur du Shazam et sur du Wonder Woman. Il est soupçonné d'avoir utilisé l'intelligence artificielle, même si lui s'en défend en venant poster des croquis préparatoires de sa main. Bon, je me demande pourquoi DC choisit de venir s'en prendre à lui et de ne pas réagir sur Andrea Sorrentino qui, dans son arc sur Batman, est lui aussi soupçonné d'avoir utilisé l'intelligence artificielle. On en avait déjà parlé ici. C'est peut-être plus facile de venir taper sur un tout petit cover artist plutôt que sur une des stars de l'éditeur, entre guillemets, et en même temps, je ne peux pas non plus trop blâmer d'ici, puisque c'est aussi facile de régler ces problématiques d'intelligence artificielle que de venir comprendre ce qui se passe sur Twitter quand on te demande de venir regarder entre toutes les touches de ton clavier. On enchaîne avec les symbiotes chez Marvel, vous le savez, c'est comme les MST chez mon beau-frère, il y en a tous les ans, et donc là, après Maximum Carnage, Minimum Carnage, King in Black, ça revient avec la Venom War, où dans un pitch assez classique, ça sera du parricide, de l'infanticide, puisque Venom ayant été à la fois associé à Dylan Brock le fils et à Eddie Brock le père, ils vont se battre pour déterminer qui porte le mieux le Venom. On dirait une mauvaise émission de télé-réalité avec Christina Cordula sur M6, mais c'est Iban Coelho à Ewing qui s'en charge. Donc pourquoi pas, On parle aussi de Derek Robertson, le superbe artiste qui s'est chargé de dessiner Transmetropolitan, le Punisher Born, The Boys également et j'en passe. Eh bien, il devient scénariste de Greaser, Gemini Blue, avec Stephen B. Jones au dessin. Ça va nous raconter l'histoire dans un futur où le Nevada est ravagé, où certaines populations vivent dans des biodômes, d'autres non. C'est le cas de Greaser qui, lui, se charge de ramasser des pièces et de faire le mécano pour construire la voiture de ses rêves, et un paquet laissé dans son jardin par une mafia va venir bousculer complètement sa vie. Il me tarde de lire ça. Et puis alors attention pour ceux qui aiment bien les deux écrivains de l'époque, Howard et Lovecraft, sachez que Conan va se frotter à de l'horreur existentielle Lovecraftienne dans Conan the Call of Obsidian Moon, et le tout est orchestré par James Lovegrove. Lisez, cette semaine je poursuis la relecture de la bibliographie de Jeff Lobb, et là en plus Panini a ressorti Daredevil jeune dans un format plutôt prestigieux. Vous le savez, Jeff Lobb il a toujours aimé, notamment avec Tim Sale, venir capturer ce qui fait l'essence de certains personnages dans des mini-séries. Donc là il y a jaune pour Daredevil, il y a le Hulk gris, il y a le Captain America white, qu'on pourrait ressortir d'ailleurs dans ce même format le 4 juillet, et puis il y a aussi le Spider-Man Blue qui est un des meilleurs récits sur Spider-Man à mon goût, qu'on pourrait sortir Panini dans le même format le 14 février prochain, puisque c'est un récit qui se passe à la Saint-Valentin. Hulk, je vous laisse déterminer la date dans les commentaires, je ne saurais pas exactement où le placer, s'il y a une journée nationale de la bombe nucléaire ou de la bombe gamma, pourquoi pas, donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser
laisser vos pouces bleus, à réagir hein, dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous, à partager, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Hein, je vois tout, à réagir aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis maintenant 446 JT. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain avec un petit print à vous offrir au Paris Fan Festival ou la semaine prochaine. Ah non, il n'y a pas de JT la semaine prochaine étant donné que c'est les vacances. Je suis avec mon fils. Je compte bien profiter. Et en plus, c'est mon anniversaire. Donc bon, on se fait un petit plaisir. Hein. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour des nouvelles toutes fraîches. Une Brésilienne arrêtée pour avoir transporté son oncle mort à la banque dans le but d'obtenir un crédit. Ah bah oui, si elle l'avait assis sur Jeff Panaclock et pas sur un fauteuil roulant, elle serait déjà en train de payer les intérêts.